ait ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. Les douleurs encore si vives provoquées par cette plaie béante dans notre histoire commune, seul un travail de mémoire peut conduire à les apaiser. Il n'y a pas d'apaisement sans la justice, et il n'y a pas de justice sans la vérité. La vérité, l'histoire et la mémoire ne sont pas des postures, mais des processus portant une part de complexité devant lesquels nous ne devons pas reculer. C'est pourquoi la transmission des archives a été décidée en 2014. C'est pourquoi la France a accueilli une mission d'étude des archives que vous avez mandatée, qui contribue aux travaux du comité dirigé par le professeur Mamadou Diouf. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Restons toujours sur l'affaire Thiaroye 44 qui continue de susciter beaucoup d'interrogations pour connaître ce qui s'est réellement passé avec les tirailleurs sénégalais, chercheurs français associés à l'Institut monde africain de Paris. Martin Moore estime que la France et le Sénégal doivent mettre en place des politiques mémorielles conjointes et pour la reconnaissance du massacre par le président Emmanuel Macron en pas déjà en avant. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en 1944. La victoire est proche. Les soldats partis en Europe pour combattre l'ennemi ont été démobilisés début novembre. Le mois suivant, en décembre 1944, les tirailleurs sénégalais sont désengagés pour envoyer en Afrique. Ils sont massacrés à Thiaroye par l'armée française alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs indemnités et le versement de pécule qui leur était promis depuis par les autorités politiques et militaires de la France. Là, les historiens affirment qu'ils étaient un régiment de 2000 tirailleurs. Selon eux, toujours, il y a eu 300 tirailleurs qui avaient refusé d'embarquer pour exiger une avance et des tenues dignes de leur statut. Précisément à bord, ils étaient 1000. Je pense que cette reconnaissance était quelque chose d'attendu, depuis longtemps. Donc c'est un pas supplémentaire qui est franchi par les autorités françaises. D'un autre côté, les historiens savent depuis longtemps que c'est un massacre. Les populations sénégalaises, les populations africaines, il n'y avait aucun doute que c'était un massacre et non pas si on a pu prétendre que c'était une mutinerie pendant un temps. Je pense que le débat est complètement clos. Dans son allocution, le président sénégalais a aussi parlé de la fermeture à plus ou moins brève échéance des bases françaises. Donc il a mêlé ces deux sujets. Je pense qu'à la fois il y a à comprendre la liaison entre ces deux sujets et il y a à la fois aussi à, si on peut dire, désimbriquer un petit peu ces deux enjeux. Ce qui me semble important, en tout cas sur Thiaroye, sur l'histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais, c'est d'essayer d'avoir des politiques mémorielles qui soient co-construites. Et ce qui me semble, et ça c'est ce que montrait aussi le tweet d'Ousmane Sonko au mois de juillet, c'est que finalement la balle est dans le camp sénégalais, et ça c'est à mon avis c'est le grand talent de ce gouvernement, mais aussi du peuple sénégalais qui a élu Ousmane Sonko. Donc voilà. Alors qu'est-ce que la nouvelle génération sénégalaise doit retenir de Thiaroye 44 ? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a la question plus générale de la participation des troupes africaines aux deux conflits mondiaux et puis même aux guerres de décolonisation, même si c'est une autre séquence et peut-être plus ambiguë, mais en tout cas la participation africaine à l'histoire du monde, ça c'est un premier élément. Le second élément, je dirais, c'est un devoir de mémoire, de dignité aussi pour ces hommes qui sont tombés, pour une patrie qui n'était pas la leur, pour un drapeau qui n'était pas la leur, qui ont été massacrés. Donc il y a un devoir de reconnaissance, de dignité. Et sur le massacre, certains disent 1300, d'autres 1600. Ce sont des chiffres qui ont été avancés par les différents historiens. Le massacre des tirailleurs sénégalais survenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale a tant fait polémique. La France, après moult hésitations, a reconnu finalement la tuerie. Le Sénégal, pour sa part, plaide pour le déclassement des archives liées à cette période sombre de l'histoire militaire des deux pays.
La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en 1944. La victoire est proche. Les soldats partis en Europe pour combattre l'ennemi ont été démobilisés début novembre. Le mois suivant, en décembre 1944, les tirailleurs sénégalais sont désengagés pour envoyer en Afrique. Ils sont massacrés à Thiaroye par l'armée française alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs indemnités et le versement de pécule qui leur était promis depuis par les autorités politiques et militaires de la France. Là, les historiens affirment qu'ils étaient un régiment de 2000 tirailleurs. Selon eux, toujours, il y a eu 300 tirailleurs qui avaient refusé d'embarquer pour exiger une avance et des tenues dignes de leur statut. Précisément à bord, ils étaient 1950 soldats à destination Dakar, mais ce sont 1600 simplement qui sont arrivés dans la capitale sénégalaise. Les 300 restants ont été déclarés perdus de vue après l'escalade de Casablanca au Maroc où les tirailleurs ont reçu de nouvelles tenues après avoir attendu trop longtemps, très longuement. La colère de ces soldats qui sont venus de différents pays d'Afrique déteignent sur les autorités militaires françaises. Les contestations s'intensifient, les humeurs montent entre soldats. Plusieurs unités venant de Ouakam, de Dakar et de Rufisque. 585 éléments au total de la gendarmerie, du régiment d'artillerie coloniale, 3 automitrailleuses et 2 chars de combat américains se sont croisés au rond-point Rufisque-Thiaroye. Ils ont été surpris puis attaqués au camp Thiaroye qui a abrité les tirailleurs. Il était 6 heures du matin. Le nombre de ceux qui ont laissé leur vie dans le massacre diverge. 1200, 1300 et 1600, ce sont les chiffres avancés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a massacre et des morts. La France l'a finalement reconnu après des années de déni. Le Sénégal le commémore, l'inscrit dans la mémoire collective sur le tableau des héros de l'Afrique. On a qui déjà un autre objectif pour cette affaire, éplucher toutes les archives liées aux tirailleurs sénégalais dont les contenus ne sont toujours pas révélés au grand public. Après l'historique sur ce massacre de Thiaroye 44, place la parole aux militaires sénégalais qui ont été assassinés par leurs frères d'armes avec qui ils avaient combattu. Des années sont passées et l'histoire reste méconnue avec des ondes d'ombre. Retour sur ce douloureux événement avec d'anciens soldats qui ont vécu cette journée sombre. On avait pris le train à la gare de Dakar. On rentrait à l'école. Arrivé à Thiaroye, on voit des militaires qui arrêtent le train. Le chef de gare nous dit le train ne peut pas partir parce qu'il y a une histoire au camp là-bas. On était gosse, on ne savait pas, mais tout d'un coup, on a entendu des coups de feu. Tout le monde criait, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a les militaires blancs là qui tirent sur les revenants de la guerre là. Ah non, on les a enrôlés de force. Ils sont partis au secours de la France. Et la France a oublié ça en 1944. Mais les gens qui ont fait le front, qui sont revenus, qui ont demandé seulement à rentrer en position de l'opprimé, vous les massacrez comme ça parce qu'ils ont osé demander l'opprimé. Vous rentrez comme c'est lâche. Ouais. Ils refusent même de reconnaître le crime en disant oui, que ces gens-là ne sont pas morts pour la France. C'est ton encore. Alors que c'est des Français qui les ont tués. Que ces soldats-là ne réclamaient que leur dû. Les indemnités qu'on leur devait pendant la guerre. Pour ne pas leur donner ça, on les a tués. Ce n'est pas normal. Je m'excuse du terme, hein, de vous le dire. Mais la France est ingrate envers nous. Parole à ceux qui ont participé à ce massacre. On passe à une autre actualité concernant toujours Thiaroye 44 avec La gloire du chasseur. C'est un film de 90 minutes réalisé par la journaliste franco-sénégalaise Djerka Ndiaye, conçu pour marquer le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Il retrace l'histoire des tirailleurs africains et révèle de nouvelles informations sur cet épisode tragique. Déjà, on voit dans ce film les noms et les visages des principaux concernés. Les officiers et les officiels qui étaient présents à Thiaroye et au 6e RAC, qui étaient présents à Dakar. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de plus en profondeur d'un point de vue historique. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises aux personnes à qui j'ai eu l'occasion de parler de ce film. Ce film n'a aucune ambition artistico, esthético, cinématographico, je ne sais quoi. Absolument pas. Je suis vraiment dans de l'histoire. C'est un cours d'histoire. D'ailleurs, vous avez vu le découpage. Il y a des livres, il y a des chapitres.
C'est un cours d'histoire. Ce que je veux, c'est que quelqu'un qui regarde ce film, qui ne connaît pas l'histoire de Thiaroye, ou qui connaît l'histoire de Thiaroye de manière tronquée, à la fin des 90 minutes, se dise « Ah oui, quand même, effectivement, je ne savais pas ça. Ah oui, telle chose, je l'ai apprise là-dedans. » C'est le but, vraiment un cours d'histoire. Pas le Thiaroye 44, mais cette fois une affaire de soldats. Les nouvelles autorités envisagent de procéder au retrait définitif des dernières forces armées françaises en poste sur le territoire national. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lors d'un entretien accordé jeudi 28 novembre à l'AFP, a déclaré que la présence des bases militaires françaises était incompatible avec la souveraineté nationale. On va ici vers la refondation de ce partenariat triséculaire qui lie les deux pays depuis la Première Guerre mondiale. La coopération militaire entre la France et le Sénégal fut développée lors des deux guerres mondiales, entre 1914 et 1945. Au commencement, dans tous les territoires conquis par l'Empire français, le partenariat était coercitif et reposait sur la loi coloniale de 1900, disposition qui imposait la levée de troupes encadrées par des militaires français à travers le continent africain en bataillons d'infanterie coloniale. Les bataillons d'infanterie coloniale furent transformés en bataillons d'infanterie marine, BIMA, à l'issue d'une restructuration opérée en 1958. Le 7e et le 11e BIMA, qui était basé au Sénégal, remplissait des fonctions d'assistance technique militaire. C'est en 1974 que furent signés les traités de coopération franco-africains pour considérer les BIMA dans une perspective de coopération bilatérale. Le 23e bataillon d'infanterie marine est né 5 ans plus tard, des cendres des 7e et 11e BIMA. Le 23e BIMA, communément appelé Force française au Cap-Vert, basé à Dakar et au Cap-Vert, avait pour mission principale d'assurer une fonction de coopération avec les forces sénégalaises et ainsi participer à la défense de l'intégrité du territoire sénégalais. L'autre changement majeur dans le déploiement des militaires français au Sénégal est intervenu en 2011 sous le régime de Wade. Les éléments français au Sénégal sont créés en remplacement des forces françaises du Cap-Vert. Ce changement de nom est accompagné d'une réduction massive des effectifs qui passe de 1200 éléments à seulement 300. Ils sont depuis lors basés au camp Frédéric Gayel de Ouakam et au quartier contre-amiral Proté. Cette mesure répondait à un souci de souveraineté, d'après l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade. On va aujourd'hui vers un retrait définitif des FAS sur le territoire national. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors d'une interview accordée jeudi dernier à l'agence France Presse et à France 2, a exprimé sa volonté de repenser cette coopération militaire triséculaire qui lie le Sénégal à la France. Motif brandi, la décision du Sénégal de s'affranchir de toute présence étrangère sur son territoire qui contraste avec son statut de pays souverain. Après l'annonce du président Bassirou Diomaye Faye du retrait des troupes françaises au Sénégal, c'est le Tchad, le gouvernement tchadien, l'annonce du gouvernement tchadien qui suit le président Bassirou Diomaye Faye à travers un communiqué jeudi 28 novembre. Le gouvernement tchadien a déclaré mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette décision intervient après la visite du Tchad du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, cette rupture des accords avec la France affaiblit l'Hexagone. Mamadou Conté. Après le Mali ou encore même le Niger, les militaires français devront aussi pilier leurs bagages au Tchad, dernier pays sahélien à abriter des forces françaises. Le Tchad a officiellement mis fin aux accords de coopération de défense avec l'ancienne métropole. Ce qui est aujourd'hui retenu, c'est que le Tchad veut être indépendant, veut être, comme ils disent, le Tchad a grandi, le Tchad a mûri, le Tchad a les capacités de défendre et d'assurer sa sécurité. Des retraits de troupes françaises qui se succèdent dans les anciennes colonies. Et selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, on va tout droit vers l'affaiblissement de la présence française en Afrique. Effectivement, le Tchad rallie la vague du Sahel. On connaît la situation au niveau du Mali, au Burkina et ailleurs. Les militaires français se sont retirés de ces pays-là. Bon, même si les raisons des jeunes sont différentes des raisons
du Tchad, on va vers un affaiblissement de la présence militaire française en Afrique. Mais aussi un affaiblissement sur le plan diplomatique. On va aussi vers un affaiblissement de l'influence diplomatique de la France quand on sait que tous ces pays étaient des anciennes colonies françaises, que la France a toujours eu une hégémonie en Afrique par rapport aux États-Unis ou la Chine ou la Russie. Donc diplomatiquement, l'influence de la France va baisser. Ce début de déclin avait déjà commencé à ouvrir la voie à d'autres pays. Et même si sur le plan culturel, la France tient encore son influence, mais avec ce coup de plus, l'analyste politique estime que les autres puissances pourront se positionner davantage. À l'initiative de la Fédération internationale des ouvriers du transport, un panel a été organisé sur la pêche illicite, une réflexion sur les voies et les moyens pour renforcer la lutte contre la pêche. D'ailleurs, Cissé. Que faut-il pour rendre plus efficace la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée? C'est la question qui a été soumise à la réflexion dans ce panel. Pour répondre à cette question, le panéliste énumère d'abord les facteurs qui favorisent cette pratique. Les pays ne sont pas suffisamment transparents dans les procédures, en tout cas des activités de pêche. Il y a aussi la faiblesse dans les outils de lutte contre la pêche illicite. Les observateurs qui partent en mer ne sont pas sur tous les bateaux ou manque de formation. Et les inspecteurs aussi qui contrôlent le port ne sont pas suffisamment formés. Que faut-il alors pour mettre un terme à la pêche INN? Il faut améliorer d'abord la transparence dans l'octroi des licences. Et je pense que la FAO a donné des recommandations fortes dans ce domaine. Il faut renforcer aussi les moyens de lutte contre la pêche illicite. Faire impliquer les acteurs, les pêcheurs à l'effort de surveillance. Le dernier point sur lequel les gens faut insister, c'est la coopération régionale et internationale. C'est justement pour faire corps avec cette coopération régionale et internationale que ce panel est organisé à Dakar à l'initiative de la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF. Nous avons invité tous ces partenaires-là parce que nous voulons, à partir de Dakar, créer une coalition qui peut imposer la prise en considération des acteurs de la société civile sur la lutte contre la pêche INN. La rencontre a marqué la présence de plusieurs syndicats du secteur de la pêche venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Parlons de la pêche et ses environs. Le mouvement Encore Debout s'insurge contre le trafic de drogue qui se fait dans la commune. Selon le président, la drogue est en train de faire des ravages chez les populations de cette commune. Mamadou Ndiaye demande le soutien à l'État du Sénégal pour barrer la route à ce fléau. On l'écoute. La drogue est en train de faire des ravages à Ngor, des ravages très inquiétants parce que ça a commencé à toucher toutes les couches de la population ngoroise. C'est un fléau qui est en train de faire, qui est dans toutes les maisons maintenant, ça touche toutes les familles. Et c'est nos propres enfants et nos propres neveux qui vendent la drogue. On le vend aussi comme des petits pains, on vend ça comme si on vendait la bouillie, comme si on vendait le pinton. Maintenant c'est dans les maisons, vous voyez le problème social que ça pose. Tu ne peux pas aller dans une maison et dire que telle personne est en train de vendre de la drogue pour le cueillir. On est une communauté où nous tous on est parents. C'est ça la complicité. Donc quand la situation est comme ça, ce qui s'impose pour régler ce problème-là, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités en créant des situations ou en créant des opportunités pour les forces de défense, de sécurité, de venir et de s'imprégner, de faire le renseignement. De faire le renseignement, c'est important parce que le renseignement, c'est ça qui va permettre d'identifier les gens qui sont en cachette, parce que les gars là aussi, quoi qu'on puisse dire, ils prennent le soin de se protéger et de se cacher, de faire ça, voilà. Donc vous voyez, ils sont parmi nous, ils font le tout pour écouler leurs marchandises, ils font le tout pour ne pas qu'on les cueille. Merci beaucoup à Matar Barry qui a recueilli ces propos. D'ailleurs, c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. 14h, je reviens pour le Wolof. À tout à l'heure.
fi nekkoon ca maam ya woon nooy